Bonjour à toutes et à tous, le football est de retour dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Et quand on parle de football en ce moment, il faut parler d'une seule chose, c'est la Coupe du Monde. Et c'est parti les amis. Et pour ce faire, on va parler avec deux hommes qui sont très fans de football. Déjà, on est avec Quentin. Ça va mon Quentin? Ça va très bien, Sacha. Je suis très content d'être avec toi dans cette émission. Ça fait longtemps que tu n'étais plus chroniqueur à côté de moi. J'avais toujours Xavier. Ça fait plaisir de t'avoir. Le plaisir de retrouver le football, hein, la Coupe du Monde en plus. Exactement. Et pour parler de la Coupe du Monde et justement des enjeux de la Coupe du Monde, on connaissait l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. On connaît maintenant l'homme qui murmure à l'oreille de notre sélectionneur national, Roberto Martinez. Jess, comment ça va? Très bien, très bien. Je suis ravi d'être ici. Ça me fait très plaisir en tout cas que tu aies répondu positivement à l'invitation. On a de temps en temps des débats enflammés, toi et moi, sur le football qui prennent des heures et des heures. Et donc du coup, ça fait plaisir de t'avoir pour démarrer. Dis, tu vas aller au Qatar ou pas? Oui, mais pas tout de suite. J'avais quelques autres rendez-vous mais donc le deuxième tour, je serai là d'office. Hein. Ouais. Tu vas être là pour montrer un petit peu l'exemple, pour montrer aussi un petit peu de quoi la Belgique est capable. Bah, surtout, il y aura assez de place dans les stades, je suppose, donc faut en profiter. Ouais, c'est ça, exactement. Comment est-ce que tu entrevois un peu cette Coupe du Monde? Comment tu vois l'atmosphère? Comment tu sens les choses là à l'aube de cette Coupe du Monde qui arrive? De loin, je trouve qu'il y a ça manque un peu d'atmosphère là. Même on voit ça ici sur place en Belgique, mais on voit aussi au Qatar, les images nous apprennent que ça vit pas vraiment. Il n'y a pas vraiment l'ambiance, la fête du football qu'on a l'habitude de voir autour de ces grands tournois comme la Coupe du Monde. Et donc, oui, j'espère que ça va encore quand même un peu améliorer parce que tout le monde a quand même envie d'être dans cette vraie ambiance. J'ai l'impression que ça va encore commencer comme ça. Oui, et puis il y a même des journalistes qui se posaient la question de dire est-ce que c'est vraiment des supporters aux abords des hôtels ou est-ce que c'est ces fameux Indiens qui ont été achetés par le Qatar pour venir supporter chaque équipe? On a vu cette vidéo sur TikTok. C'est les mêmes supporters pour les mêmes pays en fait. Incroyable. Que ce soit l'Angleterre, la Belgique, le Brésil, tous les mêmes supporters, donc c'est quand même un peu suspect. Puis on a vu aussi l'emblème des supporters belges, au Belgique, qui a dit moi je n'y vais pas parce que je suis complètement contre ça. Mais quand même, on en parlait ensemble, Quentin, il y a quand même cette passion, on a hâte d'y être, quoi. Le football ne peut que nous rattraper. Déjà c'est différent, c'est une Coupe du Monde en hiver, on a l'habitude, c'est en été, on est sur les terrasses, on est dans les écrans géants, on est dehors. Ici, ça va vraiment être différent. Ce sera quoi? Ce sera au marché de Noël. On ne sait pas encore trop où on va regarder la Coupe du Monde. Il y a déjà aussi moins de fan zone, moins d'écrans géants. Ça va aussi changer quelque chose. Hein. Moins de préparation aussi. Normalement, c'est pendant 4-6 semaines, tu n'entends que ça. Maintenant, c'est entre deux choses. Mais je pense que dès que les matchs commencent, tout le monde va se mettre en mode mondial et je pense que ça sera reparti. Si je t'avais dit, quand tu as commencé dans le monde du football, que tu allais boire du vin chaud pendant que tu regardes du match de foot, tu l'aurais cru ou pas? Non, jamais. Voilà. Jamais. C'est absolument incroyable. Donc justement, on va aborder cet enjeu de la Coupe du Monde et on va parler bien sûr de la Belgique, des favoris et également de la petite surprise pour ce mondial. Vous verrez, j'ai une petite faveur pour le Danemark, mais on en reparlera. Ouais. Et donc on démarre avec ce que oui, que non. Simple, très simple, vous le connaissez pour ceux qui ont suivi l'émission. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, on va vous le rappeler. Ou oui ou non, derrière ça enclenche un débat et on va pouvoir bien sûr en parler tous ensemble. Est-ce que la Belgique finira dans le premier carré, Jess? Oui. Non. Oui, non, super. Au vu des favoris et du contexte autour de ce mondial, le trophée peut-il échapper à un pays sud-américain? Oui. Oui. Le Danemark sera-t-il la surprise de la compétition? Non. Non. Non, allez, c'est super. C'est moi le contradicteur là sur le coup. C'est très bien. Et ben justement, la Belgique finira-t-elle dans le dernier carré? Oui, non. Du coup, quelles sont les raisons? On va d'abord aller vers Quentin, qui toi te disent, ok, là-dessus, pour moi, je pense que ils n'ont pas assez les compétences, en tout cas en ce moment, ça va pas le faire. Déjà, pour moi, on sous-estime trop notre groupe. Pour moi, c'est le groupe le plus chaud, le plus complet. Le plus homogène, donc il ne faut pas sous-estimer le Maroc, qui a quand même des bons joueurs. Le Canada, on les connaît un peu moins, mais il y a quand même de très bons joueurs aussi. Et la Croatie, pour moi, la Croatie est beaucoup trop sous-estimée. C'est quand même finaliste du dernier mondial, mais c'est surtout aussi premier du groupe A de la Ligue des Nations, avec quand même le Danemark et la France. Faut pas l'oublier. Donc, déjà avoir une deuxième place serait déjà bien. Pour moi, on finira dans les deux premiers. Mais une deuxième place, si on a une deuxième place, après c'est quoi? C'est Allemagne ou Espagne, qui sont un peu malades, on va pas se le cacher, mais ça reste quand même une grosse nation. Et après, si on est deuxième, c'est quoi? C'est le Brésil.
Donc, aller dans le dernier carré, ça va être compliqué. Je l'espère. En tant que patriote, je l'espère. Mais ça va être compliqué. Jess, tu as dit oui, mais je te vois quand même hocher de la tête quand j'entends les arguments de Quentin. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Quentin, qu'on a un groupe très très difficile et sous-estimé surtout. Et ça, c'est dangereux. En même temps, ce que j'aime bien cette fois-ci, c'est qu'on n'est pas dans les favoris. Il y a personne qui dit, ouais, la Belgique peut-être. Non, jamais. Et ça nous arrange, je trouve. Ça va nous permettre aussi de jouer peut-être un peu moins. On va peut-être donner un peu plus le ballon aux autres. Les attentes sont beaucoup moins élevées et pour un joueur belge, c'est toujours mieux. Donc, c'est vrai que c'est incroyable parce que la Belgique n'est jamais aussi forte que lorsqu'il se projette justement en ce qu'on appelle en transition, donc des phases de transition. La contre-attaque, c'est vraiment une spécialité. Exactement. Et pourtant, le jeu de notre sélectionneur, c'est un football de possession. C'est le paradoxe quand même. Contre le Brésil, on se souvient du match contre le Brésil, on n'était vraiment pas les favoris, c'était le Brésil. Et le match qu'on a fait, il est incroyable. Avec De Bruyne dans un rôle mais vraiment très bas même. C'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Je me sens pas à l'auteur tactique, on va dire, pour discuter de ça avec Roberto. C'est parce que je trouve que c'est un maître tacticien. Ouais. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Son jeu, c'est vraiment, il va jamais le nier. Son jeu, c'est vraiment possession de ballon. Et je trouve que on a maintenant peut-être, mais les circonstances vont faire que on a les joueurs pour jouer en transition, contre-attaque. Ouais. Voilà, le petit problème, c'est peut-être le problème défensif, et on en avait parlé déjà ensemble, on peut vous en témoigner. Ce qui a inquiété ces dernières semaines Roberto Martinez, et ça continue de l'inquiéter, on peut vous le dire ici, c'est le secteur défensif. Il y a un problème, ne serait-ce que d'adaptation, et de côté, et ça, on sait que Roberto Martinez, et je pense que tu vas pouvoir nous le confirmer, déteste ça. Il y a un côté, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut aller très bien ou très mal. Et il a du mal à contrôler. Ce qu'il aime, c'est contrôler un peu les choses. Et là, il y a plutôt des difficultés à entrevoir ce qui va se passer, quoi. Oui, le secteur défenseur, pendant très longtemps, était un peu la base du jeu des Belges. Mais vu que ces joueurs, ils ont pris de l'âge ou ont carrément arrêté le foot entre-temps, il y a un changement là. Et on voit qu'il y a un peu une rupture entre les générations. Et en plus, il y a des blessés. Et pour le jeu que nous, on joue, on a besoin de défenseurs avec beaucoup de vitesse. C'est sûr. Et ça, c'est devenu surtout problématique. Pas qu'ils étaient lents à la base, mais l'âge a fait que. Et donc, c'est presque mathématique. Est-ce qu'on aura suffisamment de défenseurs qui peuvent avoir cette vitesse, cette rapidité de réaction, mais aussi sur les distances courtes pour pouvoir jouer le jeu qu'on a l'habitude de jouer? Et comment on va jouer contre le Canada? Belgique-Canada, ce sera à 20h le 23 novembre. Je suis d'accord au niveau de la vitesse. C'est pour ça que pour moi, je vois bien un Arthur Théâtre en défenseur central gauche. On va déjà voir ce que ça va donner contre l'Égypte et tout Woodface. J'aimerais bien aussi voir ce que ça peut donner dans l'axe. Et à droite, Alderweireld, qui pour moi reste l'élément, la base de cette défense. Maintenant, offensivement, je trouve qu'il y a aussi des interrogations. Parce qu'Eden Hazard, on va pas se le cacher, c'est notre capitaine, il va jouer, il va être fort. Pour moi, il peut faire une très grande coupe du Monde. Je l'espère, j'y crois toujours. Mais le rythme, l'enchaînement des matchs, comment est-ce que tu ne passes pas de 0% à 100% d'un coup, hein. Oui, tu ne passes pas de 0 minutes à 90 minutes. C'est ça. Mais il n'a jamais été présent pendant 100%. Je trouve. Moi, je suis très optimiste par rapport à Eden Hazard. Je pense aussi. Je pense que dans sa tête, il est vraiment dans une mission où il peut faire quelque chose pour la nation. C'est peut-être aussi une de ses dernières Coupes du Monde, donc il va tout donner. Lukaku, on sait déjà qu'il ne sera pas là le premier match. C'est aussi notre attaquant phare. C'était notre pion, c'était notre élément sur qui, justement, on a un jeu en contre-attaque très fort. Les goals contre le Japon, contre le Brésil et tout, où on a besoin de cet appui-là. Lukaku, il n'est pas en condition. Donc, comment est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va jouer avec Trossard en faux neuf? Est-ce qu'on va jouer avec Michi? Est-ce qu'on va jouer avec Openda? On ne sait pas vraiment non plus. Donc, ça aussi, pour moi, on n'en parle pas assez. Mais... On sait que Roberto est bon sur les compromis. Leandro Trossard en numéro 9 pour remplacer Lukaku lors du premier match. Eden Hazard et alors peut-être Kevin De Bruyne. Ça peut le faire ou pas? Oui, c'est pas mal comme idée. Ouais. Pas mal comme idée, je trouve. Ouais. Tu lui envoies un message, tu lui dis. Ouais, on a encore Jeremy Doku. Ouais. Comme surprise. Mais ça que je disais aussi, je pense qu'on sera au top après le premier tour. Et donc, c'est pour ça que j'y crois qu'on va quand même qu'on va rester très longtemps dans le tournoi. Parce que nous, on sera la surprise, à mon avis. Mais en fait, c'est ça. Moi, la Belgique, on parle, en fait, de la Belgique en tant que favori. Alors, ça a été un petit peu biaisé parce qu'il y a le côté ranking FIFA et tout qui faisait qu'au niveau international, on était obligé d'en parler. Et ben, en fait, j'ai l'impression que plus les Belges sont bons, quoi. Donc, en 86,
personne ne se doutait que la Belgique allait être demi-finaliste de la Coupe du Monde. On n'a même pas gagné un match en premier tour, en 86. C'est vrai que c'est compliqué avec le fameux épisode où ils sont tous allés aux toilettes et puis ils sont revenus. Ils ont été tous malades, victimes de troubles digestifs. Et finalement, ils ont gagné le match sur penalty, je pense, de mémoire. Peut-être qu'il faut aussi est-ce que c'est pas ça qui manque justement à l'équipe de Roberto Martinez? Le surplus de personnalité, de mentalité. On a des joueurs de la nouvelle génération qui arrivent. Mais est-ce que c'est pas ça qui manque? Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que si on enlève, hypothétiquement parlant, Kevin De Bruyne, Courtois, on enlève, il n'y a pas tellement de joueurs qui ont gagné quelque chose d'important. Et je dis ça sans vouloir manquer de respect, parce qu'ils ont tous fait une carrière énorme au top. Et donc, c'est déjà exceptionnel. Mais quand on va regarder vraiment les joueurs qui ont fait la différence, qui ont gagné quelque chose de vraiment très important, il y en a très peu. Et je pense que cette barrière psychologique de est-ce que je crois que je peux gagner un match tellement important, il faut la dépasser une fois pendant sa carrière pour pouvoir gagner. Et donc, il y a beaucoup de joueurs, même expérimentés, âgés déjà, qui n'ont pas encore fait ce déclic. Ouais, c'est sûr. Tu parles de Kevin De Bruyne, Jess. Est-ce qu'on peut pas assimiler, par exemple, la Coupe du Monde là de Kevin De Bruyne à ce qu'avait pu être celle du fameux Zinedine Zidane de 2006, où tout le monde lui disait c'est sa dernière, c'est un peu compliqué, etc. Et au final, c'est lui qui porte l'équipe de France. C'est lui qui amène l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde et qui permet justement à cette équipe de faire il a permis à ses coéquipiers de briller en fait. Est-ce que Kevin De Bruyne, ça peut pas être justement le Zidane 2006 en fait? Moi, je suis clairement d'accord. Pour moi, en plus, il est dans l'élément Guardiola l'a façonné d'une façon incroyable. Ouais. Et on peut le voir encore ici avec City. À City, il y a plein de stars. Il y a des grandes stars. Mais quand Haaland, il marque, c'est souvent la passe ou la passe juste avant vient de Kevin De Bruyne. C'est lui qui déclenche les actions. Donc, pour moi, avec la Belgique, c'est clairement lui qui va être dans ce milieu de terrain et qui va tout diriger à droite, à gauche. On va revenir. C'est lui qui va contrôler tout ce jeu. Et donc, oui, pour moi, ça va être notre élément de cette Coupe du Monde. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Oui, aussi, clairement. 3e au Ballon d'Or, rappelons-le. C'est quand même assez impressionnant que pour pouvoir le souligner. Et qui sait? Pourquoi peut-être pas un futur Ballon d'Or? Si la Belgique va loin, que City gagne des champions, lui aussi il y pense, je suis sûr dans sa tête il y pense. La Coupe du Monde peut être un élément complètement majeur pour lui être Ballon d'Or, il ne faut pas l'oublier. Oui. Absolument. Et il est toujours là, même à l'Euro, la dernière fois il était blessé, il dit non, je joue, il se donne, donc sûr. S'il n'y avait pas eu le Paligna, on se rappelle du fameux tacle meurtrier de Paligna en 8e de finale de l'Euro qu'il avait absolument tué. C'est ça le problème. Il aurait peut-être été encore plus fort contre l'Italie et peut-être nous aurait-il sauvé. Mais bon, c'est pas lui qui doit mettre les ballons au fond et c'est peut-être ça le problème. Parce qu'on se rappelle de ce fameux... comment est-ce qu'on peut appeler cette action ratée de Lukaku face à l'Italie? C'est ça le problème. C'est qu'il est interdépendant de ses coéquipiers. Kevin De Bruyne ne peut pas tout faire. On a besoin de ce numéro 9. Et c'est pas ça le vrai problème, Jess. Le vrai problème, c'est peut-être... Parce que Roberto Martinez, moi on m'a dit, alors tu vas me confirmer, le premier nom qu'il met, c'est Axel Witsel. Oui. Ensuite... Romelu Lukaku parce qu'il a besoin de son numéro 9 et vu la relation qu'il a avec lui et puis après derrière il commence à réfléchir autour des autres quoi. Je pense que c'est plus ou moins ça. Donc comment on fait pour s'en passer s'il est blessé contre le Canada? Comment on fait? Est-ce que t'as une idée par rapport à ça? Aucune. Je me concentre maintenant sur la seule question qui compte pour moi. Là, je suis très subjectif. Est-ce que Jason Denayer va jouer ou pas? Donc ça, c'est les attaquants. C'est vrai, c'est vrai. Mais on va en parler de Jason Denayer. On a encore tout le temps dans ce club-house de le faire. Et donc la deuxième question, c'est forcément celle des favoris. Est-ce qu'au vu du contexte aussi qatari, etc., on se rappelle de la fameuse Coupe du Monde en 2002 qui avait permis au Brésil de l'emporter. Est-ce que au vu de ce contexte-là et des favoris, ce titre peut échapper à un Sud-Américain? Vous m'avez dit tous les deux oui, donc vous pensez que les Européens peuvent le faire, Jess? Oui, j'ai quand même un peu l'impression que c'est typiquement un de ces tournois où une équipe sud-américaine va exceller. J'ai cette impression. Est-ce que ça peut échapper? Le football est quand même principalement dominé par les pays européens, il faut le dire. Je connais pas les statistiques exactes, mais c'est quand même... je trouve que l'Allemagne et l'Angleterre sont très très forts. La France, plus de bagarres qu'il y a, mieux qu'ils sont toujours, d'une manière ou d'une autre. Donc, l'Argentine, j'ai l'impression que les meilleurs moments de Messi sont un peu passés. Donc, il faut déjà regarder le Brésil. Le Brésil, apparemment, sont très optimistes. Ils ont sélectionné beaucoup d'attaquants.
Ouais. 9 9 attaquants. Ouais. Tite a pris 9 attaquants. C'est impressionnant. Le Brésil, pour moi, est le favori aussi. Mais il y a une nation que tu as oublié en Europe, c'est le Portugal. Ouais. Portugal, très complet, bon gardien, très bonne défense. Le milieu est là. L'attaque, Diogo Jota, Félix, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, faut pas l'oublier, même si mentalement c'est un peu plus compliqué. Ça risque d'être beau. La France, pour moi, est moins forte qu'en 2018. Pour moi, le noyau de la France, secteur défensif, Varane est incertain. Kimpembe qui devait jouer à gauche. Lucas Hernandez qui est pas encore en forme. Ou pas Mécano qui joue pas beaucoup avec la France. Le milieu de terrain, pas de Pogba, pas de Kanté. Mais le Portugal ou la France sont les deux nations qui pour moi peuvent rivaliser, notamment le Brésil qui est au-dessus. Ouais, ça peut être compliqué. Le Brésil qui joue contre la Serbie. C'est un grand groupe quand même. Hein. C'est très compliqué. C'est sous-coté. Hein. Et ça peut peut-être changer le mondial du Brésil. Hein. Oui. Si tu perds contre un Dusan Vlahovic et Milinkovic-Savic, quel joueur incroyable. Milinkovic-Savic, encore une fois. Mitrovic également, qui marque beaucoup de buts du côté de Fulham. J'étais étonné qu'il fait ça encore. Parce que je l'ai vu jouer il y a un an, on est en Championship et il bougeait plus. Mais il marquait, je sais pas combien il a mis 80 buts. J'exagère, mais il marquait presque tous les matchs. Tu voyais qu'il faisait pas grand chose et maintenant il le refait. C'est quand même étonnant. C'est impressionnant et donc du coup ça peut aussi orienter un petit peu le curseur des pays sud-américains. Un pays sud-américain dont on parle pas souvent mais qui est quand même présent et qui a quand même une très très belle sélection, c'est l'Uruguay. 2 fois champion du monde, l'Uruguay. Défensivement aussi c'est assez important. Et puis voilà, dans le milieu. Voilà, merci. Voilà, incroyable. Vas-y, allez, une ode à Valverde tout de suite. Incroyable. Voilà. Ce qu'il réalise avec le Real Madrid, c'est oufissime. C'est attaquant droit, dans l'axe, la frappe, le volume de course. C'est très, très, très fort. Et surtout, c'est un joueur qui est capable d'être très polyvalent. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il joue sur le côté droit, bien souvent du côté du Real Madrid. Il sait jouer également dans le milieu de terrain, mais il est capable d'aller chercher les deux zones, quoi. Donc, un joueur très, très important également. L'Uruguay, tu les vois pas aller jusqu'où? Honnêtement, j'ai entendu ce nom déjà aussi quand j'en parlais avec des gens du staff technique de l'équipe belge. Uruguay, oui. On attend beaucoup de cette équipe. Pragmatique. Et ici, ça passe un peu dessous de la radar. Ouais. C'est souvent les équipes qui encaissent le moins, qui vont le plus loin en équipe, justement dans les compétitions internationales. Cette équipe-là, elle est solide défensivement. C'est vraiment ça qui est important. L'équipe de France doit plutôt s'en inspirer. On se rappelle, 2018, c'est une tête de Raphaël Varane qui permet contre l'Uruguay à la France de se qualifier. Donc ça se joue à rien du tout. L'Uruguay était pas loin d'aller chercher un gros résultat. Ouais, l'Uruguay, ça peut être la surprise. Hein. Ouais, ça peut être intéressant. Et alors justement, on parle des surprises, c'est super, tu m'offres une toute belle transition. Vous m'avez tous les deux dit que le Danemark ne serait pas la surprise de ce mondial. Bon, je vais quand même vous donner mes arguments, vous allez répondre bien sûr, mais une équipe avec un sens commun pareil, une dévotion collective, un comportement et surtout un sens de l'implication comme ça, avec allez, tout le monde se bat pour la même chose. Il n'y a pas d'ego dans cette équipe, il n'y a pas d'ego. Ça peut pas aller loin, ça. Ça peut aller loin, mais ça sera pas une surprise. Pourquoi ça peut pas être une surprise? Juste à l'Euro, ça perd en demi-finale aux prolongations contre l'Angleterre. Donc là, c'était une surprise. Maintenant, justement, ils vont être attendus. Parce que on l'a vu en Ligue des Nations, ils ont gagné 0-2 en France. Donc, c'est vraiment une équipe, justement, qui doit confirmer. Ils sont attendus. Donc, c'est pour ça que c'est pas une surprise. Pour moi, ils vont aller loin. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est pas tellement une surprise. Et aussi, il y a un peu presque de mythologie autour depuis l'Euro avec l'arrêt cardiaque de Christensen. Ça a mis vraiment les spots sur cette équipe. Mais c'est une bonne équipe, sans doute. Mais Pour parler des nations africaines, parler des surprises, Sénégal sans Sadio Mané, ça semble compliqué, non? Ouais. Ils vont jouer contre les Pays-Bas, ça semble difficile. Le groupe, ils vont passer le groupe. Et, Qatar et Équateur. Pour moi, le Sénégal a quand même l'effectif pour terminer deuxième, mais c'est vrai que l'absence de Sadio Mané va faire très très mal au Sénégal. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jess, la possibilité de voir le Sénégal aller loin? Ils peuvent aller jusqu'en quart, comme à l'époque de Kalilou Fadiga, ou pas? On ne sait jamais avec ces équipes, ça dépend tellement aussi de l'ambiance dans leur équipe. T'as toujours une surprise africaine. J'ai l'impression que chaque grand tournoi, il y a toujours une équipe qui passe un peu plus loin.
Sénégal a énormément de qualité, ça c'est sûr. Mais je sais qu'ils ont souvent des problèmes au niveau de l'organisation, la préparation, les discussions internes avec la fédération, et ça peut bousiller tout. Donc, c'est pas juste ce qui se passe sur le terrain là-bas qui détermine le succès. On se rappelle du Ghana qui avait été en quart de finale de la Coupe du Monde en 2010. Incroyable équipe avec Asamoah Gyan à l'époque. Oh là là. Bon, je sais, c'est pour... je fais appel à ta mémoire, mon cher Quentin, mais il y a André Ayew, etc. André Ayew est toujours là. Hein. Le Ghana est une équipe très solide. Et ils ont des joueurs incroyables. Si tu veux aller faire 2-3 petits scouting, ils ont un milieu défensif fantastique du RC Lens qui a été transféré en fait de Clermont au RC Lens, qui est un joueur mais incroyable qui est en train de mettre la lumière sur toute la Ligue 1. Franchement, je te le conseille. Je te donnerai le nom, t'inquiète pas en off. Après, si tu vas aller faire tes recherches, il n'y a pas de souci. Donc, on va jouer à question pour un expert. Et là, vous allez devoir être le plus rapide possible, hein, messieurs. Jess, tu te sens capable de, tu vois l'expert que c'est, tu te sens capable d'y aller? Voilà, je vais être de la surprise. Bon, il y a 3 questions, 2 forcément de réponses correctes donnent le nom du vainqueur. Celui qui gagne, il gagne un chocolat offert par Ken, bien sûr, le fameux chocolat, le terrible chocolat qu'il oublie à chaque semaine. C'est incroyable. Cet homme est incroyable, mais il est là. Donc, du coup, on va voir un petit peu qui est le vrai expert entre vous deux. Hein. Donc, ça va chauffer. Là, je suis démasqué. Hein. Justement, il y a l'expérience qui va parler. Allez, je te le souhaite en tout cas. On commence. Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010. Je suis une légende de l'Atlético Madrid. J'ai partagé le rôle de leader de ma sélection pendant 12 années. Avec d'autres grands joueurs. Né à Montevideo, je partageais l'attaque de la Céleste avec Edinson Cavani. Suarez. Non, puis Luis Suarez, avant de tirer ma révérence en août 2019. J'ai marqué 36 buts avec l'Uruguay, Pichichi en 2005 et en 2009. Je soulève le soulier d'or européen avec les Colchoneros la même année. Je répète, meilleur joueur de la Coupe du Monde en 2010. Je suis uruguayen. Un Uruguayen qui a joué en attaque. Oh, j'ai un trou. Ah oui, c'est très très compliqué. Très compliqué. Thomas? Forlan. Mais évidemment, oui, c'est Diego Forlan. Il ne joue pas, il obtient un point bonus. C'est magnifique. Bien joué. Non, ouais, Diego Forlan. Diego Forlan, une véritable légende de la Céleste. Un très très grand joueur aussi. Vous n'avez pas été bon là, vous m'avez déçu les amis. Ça, c'est... Je suis pas bon avec... Non, tu t'appelles comment? Allez, c'est pas grave, il en reste 3. Il en reste 2, pardon. À vous de pouvoir dénominer les meilleurs. Alors, repris à la surprise générale par Hansi Flick avec la Mannschaft, j'ai marqué le but décisif qui a permis justement à la Mannschaft de remporter la Coupe du Monde en 2014. Après un passage à vide, je me relance au PSV Eindhoven. Bravo! Allez, ça fait 1-0. Bien joué. Okay. Bien joué. Et là, c'est vrai qu'il est pas mal. Hein. Finesse, excellent. Mario Götze. Ça va nous permettre de parler de l'Allemagne. Qu'est-ce que tu penses des chances de l'Allemagne? Premier match contre le Japon. Ça va pas être facile. Ouais, comme je l'ai dit, moi je crois très fort dans les chances de l'Allemagne. Vraiment, Quels sont je dirais, les joueurs vraiment qui te permettent de dire ça? On sait que Jamal Musiala, par exemple, du côté du Bayern, est en forme. Voilà, tu l'as dit. Kimmich. Tu l'as dit. Et après, j'espère vraiment si la Belgique passe, je préfère vraiment l'Espagne sur l'Allemagne pour l'instant. Je préfère l'Allemagne à l'Espagne. Oui. Ouais, justement. Parce que l'Allemagne, on l'a bien vu en Ligue des Nations. J'ai regardé le match qu'on a en Hongrie. C'était vraiment catastrophique. C'était vraiment très mauvais. Ça encaisse quand même assez souvent. Je trouve qu'il y a le Neuer, ce n'est plus le Neuer d'avant. C'est un Neuer qui était aussi malade et tout, qui a eu les problèmes qu'on lui connaît. Offensivement, ils ont dû reprendre Moukoko, Füllkrug, c'est pas non plus le plus connu. Je trouve l'Allemagne a été très 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 décevante en Ligue des Nations. Donc je pense vaut mieux prendre l'Allemagne. Alors que l'Espagne, ça reste toujours un bon effectif. Il manque un vrai neuf à l'époque d'un David Villa ou de El Niño, Fernando Torres. Mais il joue sans neuf. Ouais, il joue sans neuf, mais je trouve que l'Allemagne, il y a quelque chose à faire, je pense, pour la Belgique. Thomas, c'est ton moment. On va en avoir quelques-uns avec toi, mais cette fois-ci, tu vas nous parler justement de tous ces favoris, de toutes ces surprises. Justement, tu mettrais une pièce sur qui, toi? Qui va gagner le mondial selon Thomas? Déjà, je vais d'abord revenir sur ce que vous venez de dire en parlant de l'Allemagne. Moi, je pense que l'Allemagne sera éliminée en phase de poule, car j'y crois vraiment pas dans cette équipe. Je crois plus dans l'équipe du Japon, qui a vraiment des joueurs très, très intéressants. On sous-estime ce genre d'équipe parce que bon, quand on a l'Espagne et l'Allemagne dans un groupe, automatiquement on dit les deux passent. Mais pour moi, ce sera l'Espagne et le Japon.
Et pour revenir sur la question que tu viens de me poser pour le favori, bon, on a tous l'occasion de faire des simulations. J'en ai fait une aussi. Et pour moi, on verra un Brésil-Belgique en finale. Mais le vainqueur final sera la Belgique. Le Brésil, pardon. J'aimerais bien que ce soit la Belgique. Mais pour moi, ce sera le Brésil quand même, ouais. Alors ouais, du coup, ce serait plutôt la version 2002 que la version 2018 hein, de Belgique-Brésil, effectivement. On s'était encore bien fait voler en 2002 avec cette fameuse tête de Marc Wilmots. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des avis de notre expert, Jess, quand tu l'entends un petit peu donner ses prédictions? J'espère qu'il aura raison. On n'est pas d'accord sur l'Allemagne, c'est vraiment intéressant. mais bon, j'ai mis une Belgique en finale finale. comme ça, je signerai pour eux. Oui. Là, c'est intéressant. En Belgique en finale, ouais, Parce mais d'un que, côté, on serait justement, déçus. on n'a pas cette équipe de l'Allemagne dans les huitièmes de finale. Selon moi, on passerait à nouveau contre le Japon en huitième. Et après, voilà, la route est tracée. C'est intéressant. Ouais, je pense. Effectivement. On va rester sur les questions pour un expert, parce qu'on n'a pas terminé. C'est toujours un 0 pour toi. Hein, on va terminer cette petite page avec une question qui est là un peu plus difficile. Je vais faire appel aux plus âgés d'entre nous. Oh Donc, je là vais là. regarder un petit peu Jess du coin de Sans l'œil. doute, oui. Parce que là, vraiment, la question est pas très facile, mais j'espère que vous allez pouvoir deviner. Je suis né à Paulista, au Brésil. Je suis milieu défensif de formation. Avec 76 sélections et 35 buts à mon actif, je reste une légende du football dans mon pays grâce à mon titre de champion du monde acquis en 1994. Formé à Mogi Mirim, j'ai brillé par mon talent en Liga. D'abord au Deportivo La Corogne, ensuite au FC Barcelone, avant de rejoindre le Milan à sa grande époque, où je remporte la Ligue des Champions en 2003. Âgé de 50 ans, je mets un terme à ma carrière en 2015 après un baroud d'honneur dans le Brasileiro. Je fais partie de ce fameux trio. Un milieu de terrain? Oui, Ok. Romario, Ronaldo, je suis Et donc 94, 94 champion du monde. Je suis né Joueur en 94. Je suis incroyable. né en 94. Joueur fantastique, les amis. Ça, c'est la culture Est-ce que foot. Kaka jouait déjà à ce moment-là? Non. Non. C'était deux ans plus tard, en 2002. Ouais. Thomas ne sait pas non plus. Thomas, il regarde, mais il ne à sait pas. Robinho, mais c'est pas un Ouais, milieu de non, terrain. Ah, on n'est pas loin. Ouais. On est en Et tu 94. dis hein. milieu de terrain défensif. C'est un milieu offensif. Offensif. Cafu, Offensif, offensif. Cafu est un latéral droit. Ah ouais, juste merde. Ça n'a rien à voir. J'ai trouvé. Allez, les amis, ça commence par un R, donc vous êtes Ah oui, bien. oui, Mourinho. Romario. Non, Vous n'êtes pas loin sur le Rio. Ouais, Rivaldo. Rivaldo, Ah oui. voilà, super, Ouais, magnifique. Très bien. Ouais, c'est un Ouais. chocolat? Non. Ah là, c'est l'égalisation, malheureusement. J'ai pas Faudra compris voir quoi. avec le VAR si effectivement le chocolat est autorisé ou pas. Mais c'est bien joué. Ouais. On va s'intéresser un petit peu à toi maintenant, mon Jess. Donc tu es avocat Oui. de formation. Mhm. Aujourd'hui, tu es plus spécialisé dans le milieu du football. Mhm. C'est quoi la différence justement entre le moment où tu es avocat, simple avocat, donc avocat qui s'occupe de toute une série de domaines, mais pas spécialement dans le football, et celui qui justement s'intéresse au monde du ballon rond? C'est quoi les spécificités qu'il y a dans ce métier? Dans ma vie précédente professionnelle, j'étais avocat d'affaires spécialisé en finance et fiscalité. Et c'est à peu près la même chose parce que tu vas te concentrer sur certains secteurs. Parce que ma vision sur le métier d'avocat, c'est qu'il faut être plus qu'un conseiller. Donc, j'appelle ça boardroom counsel. Donc, tu dois te mettre à la place du client et pas juste essayer de régler son problème individuellement, mais d'avoir une vision plus holistique. Donc, tu dois connaître tout le produit, tout le secteur. Et donc, le rôle d'un avocat dans le football, pour moi, c'est quelqu'un qui doit bien sûr connaître tous les règlements et, voilà, et être bien en contrat. Tu dois savoir aussi négocier. Négocier, c'est un métier en soi. Pas chaque avocat sait négocier. Il y a des avocats qui savent bien faire des litiges et tout ça. Mais négocier, c'est comme avec des tactiques. Tu prépares ça comme un match de foot, en fait. Ça, c'est un négocier. Tu dois avoir un réseau aussi. Parce que tes clients, moi, je travaille principalement pour des clubs, demande aussi que tu les aides un peu à créer le marché, à manipuler le marché des transferts dans leur faveur. Donc, fais jouer ton réseau pour que le prix d'un joueur puisse monter. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus complexe que d'être avocat dans le football. Que d'être, pour moi, parce que j'ai fait les deux, d'être un avocat spécialisé en, on va dire, droit fiscal ou ça. Parce qu'on attend beaucoup plus de quelqu'un comme ça. On en avait parlé ensemble en préparant l'émission. Tu te disais aussi un petit peu inquiet par le changement de règlement concernant les agents de joueurs de la FIFA. Qu'est-ce qui justement
justement te fait réfléchir un peu sur ce nouveau règlement qui est mis en place? On vit à une époque où le monde du football est totalement en train de changer. C'est vraiment une bataille de pouvoir énorme. Et le supporter normal ne voit pas ça, mais ça va avoir une influence sur le sport. Et donc, il s'agit d'une bataille vraiment entre des cercles de pouvoir comme la FIFA et l'UEFA. Et tout le monde veut contrôler ce marché de transfert. Et pourquoi? On dit pour l'éthique, non, c'est pour l'argent. Donc, qui va réglementer les transferts va contrôler la caisse. C'est si simple et si vulgaire que ça. Et donc, qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'aujourd'hui, on a une organisation comme de la FIFA dont la plupart des gens dans le comité exécutif a soit été arrêtés par le FBI ou a été inculpés. Et eux, ils sont en train de mettre des règles qu'ils ont développées dans un comité éthique. Je trouve ça très étonnant de parler d'éthique quand on est dans ce genre d'organisation. Et donc, ils sont en train d'imposer des règles comme s'ils sont un pays ou un État. Donc, eux, il faut voir, une fois Sacha, ils mettent dans le règlement sous quelques conditions on va reconnaître le droit national. Non, c'est juste, vous devez toujours respecter le droit national, vous n'êtes pas. Et donc, ça m'inquiète, la position de pouvoir que la FIFA est en train de s'attribuer, en fait. On attaque les agents, souvent. Avec le nouveau règlement de transfert, ça sera le cas. Ouais. On attend souvent aussi des agents... On entend beaucoup des questions de corruption sur les agents, et parfois aussi, il y a beaucoup de clubs qui payent en retard. Moi, j'entends aussi parler beaucoup de retard de paiement chez les clubs. Voilà, c'est ça, exactement. Non, donc, oui, on attaque les agents, et c'est un peu on se concentre un peu trop sur les agents et on n'est pas en train de regarder le pouvoir que la FIFA est en train de prendre par le clearinghouse, par les assurances, par les licences. Ils essayent de contrôler ce marché et je trouve que c'est pas bien. Je trouve que le pouvoir doit être chez les clubs et les joueurs. Notamment avec ce superbe documentaire réalisé par une partie de la production de Netflix sur justement la FIFA, qui s'appelle d'ailleurs Ballon rond et corruption. Vous pourrez en savoir un peu plus sur ce dont parle en ce moment Jess. Tu l'as regardé toi, le reportage? Non, je l'ai regardé. Ça t'intéresse? Ouais, franchement, je regarderai. C'est très intéressant. C'est spectaculaire aussi parce que c'est la corruption. Ouais. Mais le rôle négatif de la FIFA va beaucoup plus loin. Donc, ils essayent de garder tout le monde petit aussi. Ils essayent de garder... Ils n'aiment pas que dans le secteur des agences, il y a des grandes agences professionnelles qui sont établies et qui sont transparents. Ils préfèrent le petit agent avec 2-3 joueurs parce que ils ont moins de pouvoir. Ils ont moins de pouvoir. Ils sont contre quelque part le professionnalisme et la transparence. Et tu vois ça très bien dans cette émission. Oui, c'est une émission qui est en tout cas très intéressante, qu'on vous conseille ici dans le Clubhouse de regarder, qui est en tout cas assez complète en révélation. Hein. C'était vraiment très intéressant à comprendre, notamment le rôle, on en parlait tous les deux, de Jack Warner. Jack Warner, petit représentant d'un État comme Trinidad et Tobago, qui tient l'élection d'une Coupe du Monde dans ses mains. C'est quand même impressionnant. Et quand on voit, maintenant on peut en parler parce que c'est prouvé, parce que tout le monde est innocent jusqu'à ce que c'est prouvé. Mais donc, en 2007, je suis à Londres, je suis à un workshop sur éthique dans le football, c'est Jack Warner qui le donne. Donc, cette arrogance de pouvoir penser qu'on peut se permettre tout, ça c'est typique. Ouais. Et d'ailleurs, effectivement, le FBI n'avait pas manqué de le souligner, vous le verrez si vous regardez le documentaire. Pour passer du coq à l'âne, forcément, on l'a dit, tu es l'homme proche, le conseiller intime de Roberto Martinez. Tu es très souvent en contact avec lui. Roberto Martinez, c'est l'homme le plus puissant du football belge, un des hommes les plus puissants du football belge aujourd'hui. Comment on gère sa relation quand on est justement ami et en même temps l'avocat d'une personne qui compte autant pour l'avenir du football de notre pays? Et on sait à quel point le football est important ici. J'ai très peu d'amis dans le football, mais je considère effectivement Roberto comme un ami personnel. Et comment on gère cette relation? Parfois, on a des moments, en toute transparence d'ailleurs, donc on n'est souvent pas d'accord sur quelque chose et il faut pouvoir le dire. Il y a parfois des moments difficiles. Maintenant, on passe un moment difficile dans la situation autour de son contrat. Je pense que mon rôle principal, c'est quand il vient comme étranger, qui a l'habitude de travailler dans des structures hyper professionnelles, un club de Premier League. Et quand il va en Belgique, moi je dois surtout, ma valeur ajoutée, c'est que je peux lui montrer tout le jeu politique dans une fédération belge, l'aspect typiquement belge des différentes cultures qu'il faut, les sensibilités,
Oui, ça c'est surtout mon rôle. Je dois pas, ouais, il est tellement, je dois pas le conseiller comment faire son job. Ce qu'il faut souvent faire avec un joueur encore au niveau du professionnalisme. Roberto est de loin la personne la plus professionnelle que j'ai rencontrée dans le football. Donc, nous, c'est difficile à dire parce qu'on se parle tellement souvent que c'est difficile à dire quand est-ce qu'on est en train de parler en privé, quand est-ce qu'on est professionnel, ça se mélange. C'est de l'amitié, mais en même temps toujours dans le travail, etc. Quand vous êtes, oui, on parle d'enfants et après ah oui, d'ailleurs. D'ailleurs, on va le resélectionner, on va le mettre dans les 26. Je dois dire, parce que quand j'avais fait signer Roberto en Belgique pour la première fois en 2016. La première décision qu'il a prise à ce moment-là, c'est de ne plus sélectionner Jason. Incroyable. Ouais, donc du coup, forcément, tu n'influes pas sur ses choix. Parce que les gens pourraient se poser la question. Est-ce que je suis le conseiller, je vais influer sur ses choix, je vais décider de ce qui va se passer? C'est une question qui peut se poser. C'est irrespectueux vis-à-vis de Roberto. Ils peuvent penser de moi ce qu'ils veulent. Et ça, je trouve ça pas très important. Mais vis-à-vis de Roberto, c'est irrespectueux. Et honnêtement, si c'était le cas, j'aurais maintenant 22 diables rouges. Donc, c'est pas le cas. Oui, je comprends très bien. Justement, c'est important que tu fasses une petite clarification sur le contrat de Roberto. On en est où au niveau de la prolongation, Jess? C'est quoi les vérités de tout ce qu'on a lu? On en est où là? Je me retrouve dans une situation là, je sais pas si tu te rappelles, comme en 2020. Donc, chaque fois qu'il y a un événement autour de l'équipe nationale, c'est les gens de l'Union belge sont oui, on va le prolonger, on est presque d'accord et on est bons avec, ils sont tous des amis. Et moi, j'ai signalé à ce moment-là, mais c'est absolument pas vrai. Donc, je dis pas que Roberto veut pas rester, mais je suis étonné d'entendre qu'ils ont une intention. On n'a pas eu de proposition, il n'y a pas eu de négociation, pas de discussion. Et donc, ça me dérange pas en soi si l'Union belge fait toujours reporter les décisions importantes. Je comprends pas, mais c'est leur choix. Ça me dérange pas. Mais alors, il faut arrêter de dire à chaque fois qu'on est en discussion. On n'est pas en discussion. Parce que l'information, c'était l'Union belge veut prolonger Roberto Martinez avant la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde pour la Belgique, elle démarre le 23. C'est mercredi prochain. Est-ce qu'on peut parler de ça? Mon numéro de téléphone n'a pas changé. Hein. Donc c'est un peu tard. Donc c'est pas grave pour Roberto. Il lui manque pas d'offres. Donc plein de clubs sont intéressés. Je trouve ça juste, moi personnellement, je parle. Roberto se concentre entièrement sur la Coupe du Monde pour l'instant. Il ne veut parler que de ça. Donc, il ne parle pas de contrat. Mais personnellement, je trouve ça pas très professionnel ou pas la meilleure stratégie, je vais le dire comme ça, si tu as non seulement un directeur technique, mais aussi un coach, que tu annonces, on va le prolonger, après tu fais rien pour. Donc, ça crée des tensions ou de la confusion. Et ça, c'est pas bien parce que c'est quand même le moment le plus important, le tournoi le plus important. Le timing n'est pas bon. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Et donc, alors, ça serait mieux de ne pas en parler et juste dire, écoute, nous, on aime bien attendre pour les décisions importantes, on va attendre jusqu'à janvier. Ça, c'est le plus honnête. C'est le timing qui n'est pas bon. Oui. Et il y a aussi des choses dont on avait parlé ensemble qui concernent l'intérêt des clubs étrangers. Beaucoup de gens pensent que c'est faux, mais il y a eu par exemple beaucoup de grosses offres, notamment on peut parler d'Everton, qui s'est mis quasiment à plat ventre pour Roberto. Je sais que toi tu lui avais dit vas-y, et lui il a dit non, je pense que c'est pas le moment, etc. Donc il a vraiment cette attache de la Belgique. Oui, absolument. Et c'est quelqu'un d'extrêmement correct, qui est très rare dans le football. Et donc, dans son rôle comme directeur technique, il a aussi lancé des projets qui sont importants au niveau structurel pour le football belge. Et donc, ce n'est pas des projets que tu abandonnes juste d'un jour au lendemain. Donc, quoi qu'il arrive, s'il part un jour pour aller dans un club, il ne va jamais juste laisser tomber tout d'un jour à l'autre, quoi. Et donc, ça se prépare. Et une raison en plus pour laquelle je me suis dit, oui, les grands clubs, ils sont venus dans mon bureau, sauf si ils étaient déguisés, mais mais on a toujours été très transparent. On a toujours informé l'Union belge, écoute, il y a ce club-là qui sont intéressés. Yes, il va peut-être écouter une fois ce qu'ils ont à dire, mais c'est toujours en toute transparence. Donc, voilà. Il y a des idées en tout cas
C'est toi qui me parlais de ça, Quentin, de 6 mois, c'est ça? Oui, 6 mois? on en parlait de peut-être un contrat 6 mois après pour préparer justement l'après Roberto, donc pas le faire partir directement, mais qui, si jamais une préposition, toi. Non, moi pas. Intéressant. Moi pas, non, mais peut-être Thierry Henry, Thomas Vermaelen, je ne le vois pas dans le coach comme un T1. Moi, ce que j'aurais bien aimé voir, c'est Vincent Kompany, mais avec ce qu'il réalise à Burnley et tout, c'est pas possible. Je pense tout de suite de le voir là. Et peut-être Philippe Clément, qui est en balance aussi à Monaco, mais déjà voir ce qu'il va faire, parce que Roberto, pour moi, retournera un moment dans un club, ne restera pas encore des années, je pense pas, avec la sélection belge. Je sais vraiment pas, parce que il a un respect énorme pour son équipe, donc au niveau humain, mais au niveau sportif. Donc, il choisit en restant en Belgique, pas pour l'argent, ça c'est clair, parce que les autres offres sont financièrement beaucoup plus intéressantes. Mais Roberto, il serait pas contre de rester. Pour l'Euro. Oui, mais bon, il faut toujours que le projet soit très, très clair. Et ça manque pour l'instant, de la clarté de la part de l'Union belge. Une chose qui est en tout cas très claire, c'est que, tu l'as dit, il n'y a pas eu de proposition, tu le dis ici dans le Clubhouse, pas de proposition de l'Union belge pour Roberto Martinez. Donc forcément, pas de discussion pour le moment en tant que tel au niveau concret pour la prolongation. Et Roberto Martinez est en fin de contrat après la Coupe du Monde. Oui, nous on va pas le demander non plus. Donc je pense que je suis quand même correct si je dis, bon, l'initiative doit être prise par l'Union belge. Mais non, oui, il est en fin de contrat dans 1 mois et demi. Ouais. Ah ouais. C'est des informations très intéressantes et que vous retrouverez que ici, bien sûr, dans le Clubhouse. Donc c'est important de le souligner. C'est la première fois que je le dis. Voilà. Comme ça au moins, on a l'information. Comment a réagi Jason Denayer quand il a appris qu'il n'était pas dans les 26 au départ? Il était très déçu. Je voyais, évidemment, non, c'était pas du tout évident qu'il serait dans la sélection. Ça, il se rendait compte aussi, vu la situation autour de son transfert, qui a pris trop de temps. Mais donc, il espérait quand même, vu qu'il a été repris pour la sélection en septembre et il s'entraînait. Et donc, je voyais vraiment, il ne l'a pas dit, mais je voyais vraiment qu'il était déçu. Oui. Oui. La situation s'est encore améliorée pour lui. Quentin, vas-y. Et maintenant, il est au Koweït. Il est là pour quand même, on ne sait jamais si Vertonghen est out finalement. Donc, est-ce qu'il ira au Qatar? Il y a toujours une chance. Hein. Je vois dans les stats, pendant les matchs qu'il a joué à Dubaï, qu'il est vraiment proche de son meilleur niveau. Okay. Aussi au niveau, il a, mis à part sa technique parfaite, il a une qualité exceptionnelle, c'est sa vitesse. Il est vraiment un des défenseurs les plus vite du monde même. Donc il arrive de nouveau à ses top speed. Donc bon, je pense qu'il sera vraiment en top forme. Bon à savoir. Dans une semaine vraiment. Donc oui, ça serait possible, mais bon. On verra, on peut pas souhaiter du mal à Jan Vertonghen, donc on verra. Mais je me mets aussi un petit peu à ta place. Ça fait depuis qu'il a 15 ans que tu t'occupes de Jason Denayer, à peu près. Moi, je pense. Ouais. Donc, tu connais en fait son caractère, etc. Comment est-ce qu'il arrive, quand il reçoit ce coup de fil de Roberto Martinez, au Koweït? Il est comment dans sa tête, au moment où on se parle là, au Koweït, en train d'attendre, en train de voir la situation? Parce que bon, je sais aussi que Jason, c'est quelqu'un qui est très cool. Très cool. Ouais. Très cool. Ouais, voilà, pour ne pas dire même un peu nonchalant. Voilà. C'est une des personnes les moins stressées. Non, je dis, c'est aussi son début à l'équipe nationale en France, Stade de France, c'était quoi, 2015. Ouais. Contre la victoire 4-2 des Bleus de mémoire, hein, avec un super but de Rajan Golan déjà. Exactement. 4-3, je pense. Il a très très bien joué à ce moment-là. Mais donc, il avait 0 stress. Hein. Je l'ai demandé. Donc c'est juste petite entre parenthèses, c'est pas de la nonchalance. Il arrive juste à profiter du football et le voir comme un match où il s'amuse. Mais donc, comment c'est pas un coup de téléphone de Roberto, parce qu'en fait, tu reçois un mail. C'est Peter Bossard dans son petit bureau à Tubize qui a envoyé romantique. Mais et après, il y a l'adjoint directeur technique qui te contacte. Et donc, ici, dans ce cas-là, il ne comprenait pas. Parce que normalement, les backups, les réserves ne sont pas impliqués dans les entraînements. C'est très rarement que ça se passe. Donc, il ne s'attendait pas. Il dit,
Mais évidemment qu'il était content de pouvoir juste déjà être avec ces joueurs-là, c'est bien. Bon, c'est un peu spécial parce que quand tu es si proche du mondial, tu as eu la déception de ne pas être sélectionné. Ça rajoute un peu du sel dans, du sel dans le, donc c'est douloureux, c'est douloureux en même temps. Douloureux. Mais oui, tu es très content d'y aller, quoi. C'est dire aussi l'inquiétude qu'il peut y avoir au sein de la fédération concernant l'état physique de Jan Vertonghen, qui n'a pas joué les 3 derniers matchs avec le Sporting d'Anderlecht, blessé du côté du mollet. Il s'entraîne individuellement alors qu'on est à quelques jours seulement de la Coupe du Monde. Ça peut aussi remettre en jeu toutes les cartes dans les titulaires, là. Oui. Hein, on se pose la question de savoir pour Jason, mais il y en a peut-être un qui a vraiment une carte à jouer, c'est Arthur Théâtre. Oui, mais je veux quand même dire, je trouve Arthur Théâtre un super joueur. Hein. Donc, mais Jason a joué demi-finale Ligue des Champions. Il a gagné des titres un peu partout. Jan Vertonghen, il a aussi joué à ce genre de niveau. Je pense qu'en défense, il faut avoir un peu d'expérience comme ça, d'avoir des matchs vraiment sous pression. Donc, on a quand même besoin d'au moins Jan Vertonghen ou au moins Jason Denayer, objectivement parlant. Demi-finale de la Ligue des Champions avec Liverpool, c'était Liverpool-Tottenham. Est-ce qu'il était présent ou pas sous Maurizio Pochettino? Ça, c'est une vraie question parce que c'est vrai que c'était un match très important à très haute intensité. Donc, s'il est capable d'avoir ce niveau-là, mais bon, pour le moment, Jan Vertonghen, c'est pas vraiment le Vertonghen de Tottenham. Je pensais que c'était l'Ajax en demi-finale où il jouait Tottenham-Ajax. Ouais, c'est ça. Tottenham-Ajax, c'est juste. C'est juste. Eh ben, écoute, moi, j'espère aussi, en tout cas, qu'on aura une équipe nationale solide parce que le secteur défensif m'inquiète très fort. Hein, je te dis la vérité. Le meilleur gardien du monde. Ça, c'est vrai. On a peut-être le meilleur gardien du monde, effectivement. Bah écoute, on va se laisser là-dessus. On va passer maintenant au super pari de la semaine. Et c'est Thomas, évidemment, qui nous le sert. J'en ai 2. Vous avez parlé de De Bruyne lors de l'émission, que ça peut être un joueur très important. Enfin, de toute façon, ça le sera. Mais ça peut être le joueur le plus important. Et j'ai trouvé une cote qui est quand même très intéressante. C'est Kevin De Bruyne délivre le plus de passes décisive pour la Belgique durant cette compétition. C'est une cote qui est à 2,30. Elle est vraiment très très belle. Je vous la conseille à tous. Mais de manière générale, en termes d'assist, je conseillerais peut-être plus Neymar parce que, bon, certes, je vois la Belgique aller en finale, mais il y a quand même plus de probabilités que le Brésil atteigne la finale que la Belgique. Donc, de manière générale, j'irais plus vers Neymar, mais cette cote concernant la Belgique, elle est quand même très intéressante. Allez, très belle cote concernant la Belgique. Tu la jouerais, toi, si t'étais... Allez, la petite, comme d'habitude, hein, la petite pièce qu'on a dans le sandwich. Quand on a acheté le sandwich, on met 2 €. Je parie juste pour des cigares. Excuse-moi. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Je ne t'en veux pas, mon cher Jess. Petite idée? Neymar, meilleur passeur de la compétition, ça peut le faire parce qu'on en a parlé précédemment. Tu en as parlé. L'attaque du Brésil, incroyable. Neymar va faire le jeu. Neymar très fort avec Paris. Dribble beaucoup, provoque beaucoup d'occasions. Il y aura des joueurs pour la mettre au fond. Donc Neymar, meilleur passeur, ça peut le faire. Richarlison, Vinicius Junior, Rodrigo, Neymar, Gabriel Jesus. Mon favori pour le mondial, c'est évidemment le Brésil. Voilà, on va se laisser là-dessus. On espère bien sûr que le Brésil ne fera pas une si longue compétition qu'on pourra fêter et en parler. Mais ce sera la semaine prochaine. On continue, on parle encore et encore de cette Coupe du Monde qui ne fait que commencer. C'est le début, c'est la passion, c'est le football. C'est Unibet Clubhouse. À la semaine prochaine. Salut.